toujours eu du coup un regard très critique sur moi-même. Je m'ai toujours beaucoup jugée, plus sévèrement même je pense que les autres. Et donc du coup oui, je me suis construite en n'aimant pas mon corps en fait. Je me suis construite contre mon corps au lieu de me construire avec. Et aujourd'hui c'est un travail que je garde en tête, qu'il faut que je continue à faire et qu'il faut pas que je lâche pour accepter tout ce qui s'est passé et accepter que son corps on l'a et il faut faire avec. Bonjour Héloïse. Bonjour Laurent. Comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Super, merci. Déjà, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton âge et ce que tu fais dans la vie, ce que tu aimes faire dans la vie tout simplement? Ok, moi c'est Héloïse Lange, j'ai 27 ans. Je suis passionnée par la photo et l'équitation. Et aujourd'hui, je suis freelance. Ok, trop bien. Super. Si t'es là aujourd'hui, c'est pour nous parler un peu d'un événement marquant dans ta vie, ou traumatisant, à toi de voir. Est-ce que tu veux nous partager quelque chose? Oui, je pense qu'un événement plus que marquant, plutôt même traumatisant, ça a été de réapprendre à marcher après une opération assez grave de l'intégralité de ma colonne vertébrale. Ok, c'est suite à un accident ou qu'est-ce qui s'est passé réellement? Alors c'est pas un vrai accident, c'est un accident de la vie on pourrait dire. Moi je suis née avec une scoliose, c'est quelque chose d'assez héréditaire ou pas d'ailleurs, on sait pas exactement d'où ça vient. C'est du coup une torsion de la colonne vertébrale qui au lieu de, quand on grandit, de pousser droit, ça pousse comme un S. Et il faut savoir qu'on a tous plus ou moins une scoliose. Dans la vie, la plupart des gens, ils ont des scolioses qu'on appelle anodines. Moi, il se trouve que j'avais une scoliose évolutive. Donc on l'a découvert vers 11 ans. Elle a évolué jusqu'à atteindre un degré trop fort qui a dû être opéré. Ok, donc à 11 ans, tu t'en es rendu compte déjà? C'est ça. C'est toi qui t'en es rendu compte parce que t'avais mal ou c'est en faisant des visites médicales assez classiques? C'était une visite médicale plutôt classique. C'était un suivi pour un autre problème que j'avais à côté. Et on m'a fait faire des radios et on s'est rendu compte que j'avais une scoliose qui était un peu déjà à 14 ou 15%, qui est déjà plus haute que la moyenne, donc il fallait surveiller. Donc on l'a surveillée pendant 2-3 ans et en fait on s'est rendu compte qu'elle évoluait beaucoup trop rapidement. Donc quand je suis arrivée en fin de 5e, on m'a fait porter un corset. Ok. Donc un corset, pour ceux qui voient pas ce que c'est une sorte de gros plastique qu'on met et qui entrave l'intégralité du corps en fait, parce que du bas des fesses jusqu'au haut des épaules, on est enfermé dans un bloc de plastique qui permet en fait de normalement limiter que la colonne continue à tordre. Donc en fait c'est censé limiter l'évolution de la scoliose. Ok, et tu l'as gardé combien de temps? Je l'ai gardé jusqu'à la première. Ah oui, quand même. Ouais, je l'ai porté très longtemps et c'était 24 heures sur 24, je pouvais l'enlever juste pour ma douche. 24 heures sur 24, donc tu devais dormir avec aussi? Je dormais avec, ça a été très compliqué au début. Je me rappelle les premières nuits, je pense que j'ai dû mettre 3-4 mois avant de réussir à correctement dormir. Parce que mine de rien, c'est quand même quelque chose qui empêche de respirer, qui empêche de se développer aussi normalement, qui appuie sur notamment l'estomac, mais sur beaucoup de parties du corps en fait, pour vraiment réussir à bloquer complètement tout le tronc en fait. Et donc du coup pour dormir on peut pas se tourner, on peut pas dormir sur le côté, c'est très envahissant dans une vie. Oui clairement, mais donc, du coup t'es en 5e jusqu'à ta première, donc c'est à peu près de tes 12 ans à tes 16-17 ans. C'est ça. Comment tu l'as vécu, ça d'avoir ça à l'école, même est-ce que tu faisais du sport du coup? Non, tu pouvais pas? Alors je faisais très peu de sport à l'école, du coup j'étais quasiment interdite de sport. La seule chose que je continuais à faire c'était l'équitation, c'est la chose qui me faisait vivre à l'époque, hein. Franchement j'avais pas forcément beaucoup d'amis, je me suis beaucoup fait harceler au collège, on m'appelait Robocop, c'était pas forcément très facile à vivre, et voilà du coup j'étais un peu harcelée, j'étais un peu mise à l'écart parce que en fait ça se voit, parce que c'est quelque chose qu'on met par-dessus les vêtements. Donc on peut mettre un pull par-dessus aussi, mais en fait on peut pas le mettre sur la peau. Donc en fait il faut toujours mettre quelque chose en dessous. Donc l'été on a du mal à mettre plusieurs couches. Donc en fait des fois c'était visible. Et donc ça fait un peu un exosquelette. Donc on sait tous que quand les gens sont un peu différents au collège et au lycée, les gens sont un peu cons en fait à cette époque-là. Et du coup ça a été un peu difficile à vivre au début. Et comment tu te sentais toi du coup? C'est compliqué à dire parce que c'est une partie que j'ai un peu floutée dans ma mémoire. D'accord. Mais oui, on va dire que ça a été un peu compliqué de se construire avec ça. Je me doute. Ok.
Ça marche. Et du coup, à 16 ans, après avoir fait 5-6 ans de corset, qu'est-ce qui se passe? Bah, qu'est-ce qui se passe? On se rend compte que le corset sur moi, ça ne fonctionne pas. Ah, C'est quasiment... Ça fonctionne sur 80% des gens à peu près. Donc normalement, ça aurait dû fonctionner. Moi, sur moi, ça fonctionne pas. Ma scoliose continue à évoluer. Et donc, je vois un premier chirurgien à Rennes, professeur Viola, et qui me dit, bon bah voilà, là concrètement, le corset ne fonctionne pas. Comme j'étais très en retard sur ma croissance, j'avais toujours pas fini de grandir. Donc il m'explique que voilà, je vais avoir une scoliose qui va continuer à grandir et qui va potentiellement faire des gros problèmes de santé. Donc moi j'étais déjà avec un poumon gauche un peu écrasé, parce qu'en d'accord. fait quand ça tourne sur la cage thoracique aussi. Et donc en fait mes côtes ont commencé à vriller. Et donc en fait j'ai commencé à avoir une gibbosité à droite. Et donc à gauche mon poumon était écrasé. Donc en fait Ok. j'avais moins de capacité respiratoire. Donc forcément, ça pose des problèmes physiques qui font qu'en fait, si on laissait évoluer, j'aurais pu finir bossu, hein, comme dans le bossu de Notre-Dame, qu'on connaît tous. Mais ça aurait pu surtout faire des gros problèmes de santé parce qu'en fait, ça empêche les poumons de bien envoyer l'oxygène dans le corps. Et donc, Mhm. en fait, j'aurais pu faire ce qu'on appelle un cœur droit, qui est un manque d'oxygène. Et donc, en Ok. fait, la partie droite du cœur qui est du coup en charge de cette partie-là, aurait pu me tuer en fait, concrètement. D'accord. Donc moi on m'annonce que soit je me fais opérer, qui est donc quand même un gros changement du corps, puisque c'est l'intégralité de la colonne qui est soudée toutes les vertèbres sont soudées entre elles, et on met des barres de titane de chaque côté, et qui m'aurait empêché d'avoir une vie normale, empêché de faire du sport, empêché de monter à cheval, qui était la seule chose pour laquelle je Mhm. vivais à l'époque, soit je meurs en gros à 40 ans. Ok. Donc solution un peu hard à prendre à 17 ans. Enfin à l'époque du coup j'avais 16 ans. Mais du coup j'ai mis un an. Mes parents m'ont beaucoup accompagnée. Pourtant à l'époque je pense que j'étais pas facile à éduquer et surtout pas facile à motiver pour faire cette opération. Mes parents sont des gens plutôt éduqués et qui ont fait des études de médecine. Donc en fait ils savaient ce que ça voulait dire de faire un cœur droit. Donc ils m'ont beaucoup poussée dans l'idée de me faire opérer. Ok. Et moi j'étais vraiment pas d'accord avec l'idée. Et donc, on a vu plein de chirurgiens pendant un an. On a été jusqu'à Paris pour rencontrer des professionnels de scoliose qui m'ont tous dit la même chose. Tout le monde m'a dit, il faut que tu te fasses opérer. D'accord. Et toi, tu te sens comment avec cette information? Bah, a posteriori, je pense que j'étais très dure avec mes parents. Parce Mhm. qu'à l'époque, j'ai été horrible avec eux. J'étais pas bien à l'intérieur, pas bien à l'extérieur. Je pense que c'était une période où j'étais en train de me construire et je me construisais un peu contre eux. Et j'étais contre l'idée de me faire opérer, je comprenais pas qu'ils comprennent pas. Et moi, à l'époque, 40 ans, pour moi, c'était vieux. J'étais en mode, c'est bon, si j'ai vécu jusqu'à 40 ans, c'est bien. Ouais, c'est sûr. J'avais 16 ans, hein, on se rappelle. Et du coup, ouais, je pense que j'ai été vraiment dure à cette époque-là avec mes parents. Et je pense qu'aujourd'hui, je suis vraiment contente qu'ils m'aient poussée vers ça. Ok. Parce que ça a été un choix dur. Mais honnêtement, aujourd'hui, je me rends compte que 40 ans, c'est jeune quand même. Mais du coup, juste pour information, parce que t'as porté quand même ton corset assez longtemps, ils pouvaient pas Mhm. s'en rendre compte avant que ça changeait rien? A posteriori, si. Ok. Ils auraient dû. Il aurait dû avoir plus de suivi. Surtout qu'aujourd'hui, en fait, j'ai appris qu'avec du kiné, si on combine le kiné et le corset, on peut faire des choses qui n'ont pas été faites à l'époque. Et D'accord. ça aurait pu stopper l'évolution de la scoliose. Maintenant, c'est un peu tard pour y penser. Mhm. mais j'ai pas forcément de regrets parce que, ben voilà, il faut apprendre à vivre avec la vie et comme on l'a eu. Et je préfère me dire que aujourd'hui ça va, plutôt Oui. que d'essayer de réécrire le passé. Mais du coup, tu m'as dit que tu avais deux choix, soit l'opération avec des plaques de titane, soit Mhm, tu mourrais avant 40 ans. mhm. Donc si j'ai bien compris, tu as pris l'opération, Oui. forcément. Donc tu peux plus du tout faire de sport. Alors c'est un peu plus compliqué que ça. En fait, à l'époque, j'ai trouvé la troisième option D'accord. qui m'avait pas été proposée, qui est de, en fait, moi j'avais deux scolioses. J'avais une très grosse scoliose en haut et j'en avais Ok. une deuxième en bas. C'est-à-dire qu'en fait, ça faisait vraiment un S. Ma colonne vertébrale était vraiment partie en couille. Et donc j'avais quasiment 55 degrés en haut et j'en avais plus de 32 en bas. Donc en fait, ma scoliose était bien plus importante en haut qu'en bas. Et donc j'ai négocié avec les médecins de me faire opérer de ce qu'on appelle T1, qui est la première vertèbre sous la nuque, jusqu'à L4, qui est l'avant-dernière vertèbre avant le bassin. Et donc ils n'ont pas opéré mon bassin. Donc j'ai gardé toute la mobilité du bassin. Et donc en fait aujourd'hui je peux continuer l'équitation, je peux continuer le sport quasiment normalement. Aujourd'hui je pense que dans ma vie, si je le dis pas, personne ne sait que je me suis fait opérer. D'accord.
Ok. Donc c'était l'option la plus, pour moi, qui était la plus logique. Et aujourd'hui, je suis vraiment très heureuse d'avoir pris cette option-là. Et comment t'as trouvé cette option finalement? C'est un médecin qui t'en a parlé? Un chirurgien? Parce que du coup là tu me parles de vertèbres, etc. Moi je connais rien du tout. Oui. À quel moment tu trouves cette option finalement? On te dit tu pourras plus jamais faire de sport de ta vie, plus d'équitation. Et là t'as un peu cette option miraculeuse qui arrive dans ta vie. En fait, c'est pas une option qui est facile à prendre pour les médecins, je pense, parce qu'aujourd'hui, un chirurgien, quand il opère d'une scoliose, il veut avoir un résultat. Et moi, j'ai pris un risque en faisant ça, puisqu'en fait, la scoliose aurait pu continuer en bas, rester évolutive, et du coup, ça aurait pu littéralement casser, entre guillemets, tout le travail du chirurgien, parce qu'en fait, ça aurait continué à bouger, et ça aurait bougé avec le matériel. Donc c'était un gros risque à prendre, et donc les chirurgiens n'aiment pas. Moi, à l'époque, j'étais un peu tête de mule, et j'ai clairement dit au médecin, c'est simple, si vous me bloquez le bassin, je me suicide. D'accord. Je pense que je l'aurais fait à l'époque, parce qu'en fait, je vivais pour l'équitation. Et moi, pour moi, vivre sans l'équitation, c'était impossible. Et donc, je leur ai dit, c'est très simple, si vous faites ça, ça va pas être possible. Ok. Du coup, on en a discuté, mes parents en ont discuté, et honnêtement, on est arrivé avec cette solution-là, et j'ai eu de la chance. Parce qu'en fait, la scoliose qui était le plus évolutive, je pense que c'est celle du haut. D'accord. Et donc forcément, ça a pas trop bougé depuis que je me suis fait opérer. Et quand tu dis évolutive, c'est-à-dire que c'est avec ta croissance finalement. Ouais. Sauf que là t'as 16-17 ans, au final, normalement tu grandis plus trop. Bah si, moi j'étais très en retard. Ok. Moi j'ai été réglée à 19 ans, enfin fin de mes 18 ans. D'accord. Et donc en fait j'étais très en retard là-dessus, et donc forcément je continue à grandir. Et sinon, ça aurait été moins problématique. D'accord, ok. Donc du coup t'as fait ça, t'en es heureuse, finalement. Oui. Est-ce qu'il y a eu un impact quand même, parce que du coup t'as dit au tout début que t'as dû réapprendre à marcher? Oui, parce que ça reste quand même une opération très 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 envahissante. Donc on rééquilibre complètement le centre de gravité de la personne. Donc en fait, comme on redresse le dos, moi mon centre de gravité a complètement changé. Et donc je me suis réveillée. Il faut savoir que c'est une opération qui dure, je dirais plutôt 5-6 heures, peut-être même 7. Moi dans mon cas, en plus j'ai fait une hémorragie, donc j'ai dû être reperfusée. Donc ça a été un peu compliqué, le réveil a été compliqué. J'ai passé 4 jours en soins intensifs, des bibis partout. Donc là, tu travailles, tu peux bouger tes doigts de pied. Je peux tout bouger, déjà, donc je suis chaud. contente, parce qu'il faut savoir quand même qu'il y avait un gros pourcentage de chance, de chance ou de malchance, que je finisse paralysée avec l'opération, puisque c'est très proche de la moelle épinière. Il faut savoir qu'une opération qui touche la moelle épinière, ça peut du coup avoir comme impact une paralysie totale ou partielle. Donc moi je me réveille, déjà premier réflexe, je bouge. Je me dis tout bouge, ça va. Je suis sous morphine, je suis pas trop mal, du coup ça va. Et puis après, donc 4 jours en soins intensifs. Derrière, j'ai dû passer une bonne 2 semaines, je pense, en alité complètement. Donc il faut savoir que je peux pas m'asseoir, je peux pas marcher, je peux pas bouger. Les douches allongées par quelqu'un d'autre, c'est pas très sympa, c'est pas un bon souvenir. Surtout à cet âge-là, ouais, voilà, surtout à l'âge où on est en train de se construire, où on n'a pas forcément trop envie de vivre ce genre de choses. Et voilà, donc après, j'étais censée avoir 3 mois de rééducation dans un centre spécialisé. Il faut savoir que j'ai pas eu de chance. Je tombais dans un centre où ils mélangeaient à la fois les handicapés, entre guillemets, physiques et mentales. Donc moi je me retrouve à 17 ans dans un endroit où moi je me sens normale, parce que moi j'ai eu une opération, mais j'ai envie de me reconstruire, j'ai envie d'avancer, j'ai pas envie de me sentir handicapée. Et je me retrouve dans un centre où il y a des grands accidentés de la route, des motos, des accidents graves de motos et de voitures, mais aussi des handicapés mentaux. Et donc moi je me retrouve dans ça, j'ai 17 ans, j'ai envie de passer mon bac, j'ai pas envie d'être là. Je comprends. Du coup, alors je me souviens pas bien si j'ai fugué ou si j'ai réussi à obtenir une droite de me barrer. Parce qu'à l'époque j'étais quand même vraiment capable d'avoir fugué de cet endroit. Mais je suis pas trop sûre de comment ça s'est passé, faudrait que je redemande à ma mère. Mais en vrai je suis partie. Dans tous les cas, je suis restée 1 semaine et j'ai pas tenu. Et du coup j'ai réappris à marcher toute seule. Tu pouvais pas partir comme ça dans tous les cas? Alors en fait à ce moment-là je marchais un peu plus déjà, j'avais dû faire 3 semaines d'hôpital, donc j'avais réappris un tout petit peu à me déplacer, et donc je marchais à peu près. Je marchais pas bien, mais je marchais à peu près. Et donc du coup j'ai récupéré toute cette mobilité chez moi. J'ai fait de la kiné à domicile, j'ai beaucoup travaillé avec un truc qui fait hyper mal, qui est une rééducation respiratoire, parce que mine de rien on en parle très peu dans la rééducation. On réapprend à marcher, donc moi j'ai fait des électrodes sur les muscles des jambes pour les redévelopper, pour pas perdre la masse musculaire. Donc c'est pas douloureux du tout, c'est même marrant.
Mais par contre, il y a une rééducation respiratoire à avoir, notamment sur les gens qui ont du coup un peu le poumon qui a été abîmé. Donc moi j'avais, je sais plus, 50 ou 60% de capacité respiratoire. Donc il faut remonter un peu quand même un minimum si on veut pouvoir refaire du sport. Et donc c'est une machine qui force l'air dans les poumons. Et qui du coup force le poumon à se dilater au maximum pour accepter le plus d'air possible. Et du coup rééduquer le poumon à être plus capable d'avoir de capacité en fait. Et ça fait très mal. Ça doit être désagréable. Ça doit être très désagréable. Ouais, ça fait très très mal. En plus, c'est une grosse machine qui fait beaucoup de bruit. Ok, et on t'injecte de l'air directement. Et donc, en fait, ouais, c'est une sorte de tube qu'on a dans la bouche et on appuie. Et en fait, ça fait genre. En fait, il faut vraiment imaginer un ballon qui se gonfle. Ouais, le poumon, c'est ça. Et le faire manuellement de façon forcée, c'est pas très agréable. Parce que nous, on le fait tous dans la vie de tous les jours. C'est sûr. Mais je sais pas si vous avez déjà essayé l'exercice d'inspirer le plus possible jusqu'à plus pouvoir inspirer. C'est cette sensation-là, mais forcée. Et du coup, un peu plus, parce que c'est plus que la capacité que ce qu'a le poumon naturellement. Ok. Donc ça, c'était pas très sympa. Oui, je me doute bien. Du coup, là, aujourd'hui, tu peux refaire du sport. Aujourd'hui, je refais du sport normalement. J'ai aucun séquelle. J'ai la plus belle récupération que ce chirurgien ait connue. Parce qu'en fait, je suis intimement persuadée que les gens se laissent aller. Parce que quand on dit on peut plus faire de sport, on est handicapé, on a tendance à se dire bon voilà, c'est mort. Moi, j'ai jamais accepté ça. J'ai jamais accepté d'être handicapée, j'ai jamais pris la carte handicapée, je me suis jamais comportée comme si quelque chose avait changé. Donc j'ai une partie de moi qui a nié l'opération, peut-être pour me reconstruire, mais surtout parce que je me suis dit comme ça, si j'agis pas différemment, enfin si j'agis pas comme j'aurais pas agi si je m'étais pas fait opérer. Enfin, genre, je sais pas si c'est très clair, mais en vrai, je suis partie du principe que je m'étais pas fait opérer, en fait. Et que la vie, elle allait continuer normalement. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça où il y a des gens qui guérissent parce qu'on leur dit tout simplement... Enfin, on leur dit plein de choses et eux, ils acceptent pas. Et au final, leur corps se reconstruit beaucoup plus facilement que quelqu'un qui lâche les bras. Comment on dit ? Qui laisse tomber, tout simplement. Ouais, qui laisse tomber. Donc oui, je comprends. Ok. Et est-ce que après, du coup, l'opération, tu peux remarcher, ça a eu un impact sur ta vie, quand même, cette opération ? Alors, le seul impact qu'elle a eu, c'est que comme j'ai absolument pas accepté l'opération, et que du coup, j'ai continué à vivre normalement, moi, j'ai repris le sport trop tôt. Et j'ai fait une grosse chute de cheval. Et on sait pas trop si c'est lié directement à cette chute-là, ou si c'est juste un tout, mais en fait, du coup, j'ai cassé le matériel. Et donc, j'ai dû me faire réopérer. Donc je me suis fait réopérer. Donc la première fois que je me suis fait opérer, c'était en 2013. Donc j'avais 17 ans. Et 5 ans après, en 2017, un peu moins de 5 ans, en 2017, je me fais réopérer. Donc je suis à Barcelone, je vis ma best life, je suis en études de commerce, tout va bien dans ma vie, j'ai complètement oublié cette histoire. Et d'un coup, j'ai une douleur de malade dans l'épaule. Mais vraiment une douleur qui n'est pas supportable. Donc je me remets à prendre des médocs alors que j'en prenais plus du tout. Et puis j'appelle ma mère en disant maman, ça va pas. Et puis on prend rendez-vous avec le médecin et on fait des radios. Et on se rend compte que la barre, elle s'est détachée. Il y a une vis qui est partie. C'était quand la chute à cheval, du coup ? C'était juste avant ? C'était... Non, je suis restée avec cette douleur-là pendant 2 mois, je pense. D'accord. Parce qu'en fait, je le prends pas au sérieux. À l'époque, j'avais l'impression d'être un peu douillette. Donc je me dis, c'est peut-être moi aussi, avec mes conneries. Je fais peut-être trop de trucs. Donc j'essaie de faire un peu moins de sport. J'essaye de dormir mieux. Puis je rentre et j'ai quand même toujours très mal. Donc du coup, c'est à ce moment-là que je vais voir le chirurgien. Il me dit, voilà, t'as 2 options. Soit tu acceptes la douleur, mais voilà, c'est un peu embêtant quand même. Soit c'est mieux de se faire réopérer. Bon, donc je me fais réopérer. Je repars sur la table de billard. Et là, encore une fois, je respecte aucune règle. Le lendemain matin, je crois que je suis sortie. Ok. Mais là, tu pouvais marcher, du coup, c'était donc juste... Donc là, c'était vraiment une reprise. Donc c'était beaucoup moins grave. Juste que là, du coup, la cicatrice est plus large. Mais pas besoin de réapprendre à marcher. Toute cette partie-là, en fait, elle était déjà derrière moi. Et je pense qu'à ce moment-là, je suis plus mature aussi, donc je pense que j'accepte un peu mieux la douleur, j'accepte un peu mieux le fait que je connais plus mon corps. Et voilà, donc je dis à tout le monde, tout va bien, ça va. Et puis je sors. Ok. Très bien. Et quel impact ça a eu quand même sur toi, ton mental, entre déjà... Depuis tes 12 ans, t'as un corset, donc t'as le regard des autres sur toi. Ensuite, t'as toutes ces opérations-là qui, même si t'as un déni, entre guillemets, de l'opération, t'es quand même impacté par ça. Est-ce que ça a eu un impact mental sur le regard des autres ? Je pense que oui.
J'aimerais que non, mais si je suis honnête avec moi-même, oui, j'ai toujours eu du coup un regard très critique sur moi-même. Je m'ai toujours beaucoup jugée, plus sévèrement même je pense que les autres. Et donc du coup, oui, je me suis construite en n'aimant pas mon corps en fait. Je me suis construite contre mon corps au lieu de me construire avec. Et aujourd'hui, c'est un travail que je garde en tête, qu'il faut que je continue à faire et qu'il faut pas que je lâche pour accepter tout ce qui s'est passé et accepter que son corps, on l'a et il faut faire avec. Oui, c'est sûr. Donc oui, je pense que ça a eu un impact assez important parce que du coup, je me suis construite avec un exosquelette, puis derrière avec un squelette interne un peu compliqué. Je pense que le moment où j'ai le plus réalisé, et ça m'a fait le plus mal, c'est quand j'ai commencé à faire de la danse latine. Et qu'en fait, je peux pas me cambrer. Parce qu'en fait, je suis droite tout le temps. Je peux pas ni faire le dos rond, ni faire le dos cambré. Dans la vraie vie, ça gêne pas forcément trop, parce qu'on s'habitue. Mais en danse latine, on peut pas. Parce que quand on veut faire du tango, il faut tout le temps cambrer. Et en fait, ça a été un des moments où ça a été le plus dur pour moi, ça a été d'accepter que je pourrais juste pas faire ça, en fait. Okay. Et ça a été dur. Ça, j'avoue que je l'ai mal vécu. Maintenant, je suis passée à autre chose, je fais d'autres danses, je me suis remis à faire de l'escalade, je fais de l'équitation. Et aujourd'hui, je pense que, honnêtement, je peux dire que j'ai accepté que c'était comme ça. T'as pas eu d'autres chutes depuis? Si, j'ai fait des chutes. Maintenant, on va dire que le matériel, il s'est solidifié avec mes os. Okay. Et donc, en fait, il y a une sorte d'acceptation du corps étranger. Et donc, aujourd'hui, je pense que je pourrais plus le casser. C'est du titane, c'est hyper solide. Je pense que je casse ma colonne avant de casser le matériel. D'accord. Donc, il vaudrait éviter. Ok, très bien. Mais il y a une question, ça rejoint un peu ce que je viens de dire, mais par rapport au regard des autres, quand tu étais jeune, et tout le harcèlement scolaire entre guillemets que tu as vécu, est-ce que tu aurais pu changer quelque chose, tu penses, ou c'est juste la méchanceté des gens? Est-ce que tu en as parlé quand même à tes parents, ou je sais pas. Comment c'était à ce moment-là, même si tu t'en souviens pas trop? En fait, je pense que j'avais l'impression que je le méritais. Genre, j'avais l'impression de comprendre les autres. Genre, en fait, je trouvais ça pas juste parce que je l'avais pas voulu, ce corset. Mais en même temps, je comprenais parce que je me trouvais pas aussi cool que les autres enfants. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais en vrai, quand on se fait harceler, on a aussi tendance à se dire ils ont raison. Parce que moi, j'avais pas la force mentale à l'époque de me battre contre ça. Et de dire non, mais en fait, laissez-moi tranquille. J'étais hyper timide, j'étais très naïve et t'es différente finalement. Et finalement, c'est ça. Et je me disais en fait, ils ont raison. Je suis différente, je suis pas comme eux. Et j'en ai très peu parlé parce qu'en fait, à l'époque, j'étais un peu en conflit avec mes parents. Moi, au final, on m'avait juste un peu outcast. Bon, j'étais différente, j'étais Robocop, c'était pas très gentil, mais ça a jamais été très loin dans le harcèlement. Et en fait, je me sentais pas légitime de m'en plaindre, alors qu'il y avait des gens autour de moi qui subissaient bien pire. D'accord, ok. Ok, très bien. Et est-ce que du coup, par la suite, t'as mis des choses en place, toi, après toutes ces opérations, pour te sentir mieux, déjà, dans ton corps? Est-ce que t'as fait des choses, je sais pas, même avec des psys, ou peu importe? Alors, j'ai fait du psy, pour travailler un petit peu sur le fait que j'aimais pas mon corps, et que j'étais un peu je m'étais construite contre lui, en mode lui et moi. J'avais vraiment fait une dissociation. Et aujourd'hui, ça va mieux. J'ai notamment fait un tatouage dans mon dos. Faut savoir que j'ai toujours détesté mon dos parce que avec cette scoliose, avec ces deux opérations, j'avais une grosse cicatrice dans le dos. Et en plus, du coup, avec la scoliose, j'avais une sorte de... Je sais pas comment on pourrait dire ça, mais je dirais difforme, c'est peut-être un petit peu un grand mot, mais on va dire que la cage thoracique s'étant décalée, forcément j'avais une gibbosité, donc une sorte de bosse à droite et plus entrée vers la gauche. Donc en fait, quand on regardait mon dos, c'était pas symétrique. Et moi, c'était quelque chose qui avait été tellement... c'était tellement grave pour moi et je voyais tellement que j'ai passé 5 ans à pas aller sur la plage. Ou quand j'allais sur la plage, je mettais un t-shirt. Et j'étais incapable d'accepter cette... en fait, comme j'acceptais pas l'opération, j'acceptais pas non plus ce que ça avait fait à mon corps. Et là, cette année, j'ai décidé de reprendre ça en main, après avoir vu des psys, après avoir discuté pas mal et avoir décidé de reprendre un peu confiance en moi. Je me suis fait tatouer tout le dos avec un tatouage d'une artiste que j'aimais bien. Et donc là, cette année, depuis quelques mois, je mets des dos nus pour la première fois de ma vie. J'arrive à sortir en robe, j'arrive à couper... j'ai coupé mes cheveux aussi, alors qu'avant, je les gardais pour cacher mon dos.
Et ok. voilà, j'ai accepté que il fallait que j'arrête de me cacher derrière ça. Et donc j'ai coupé mes cheveux, j'ai fait mon tatouage et j'avoue qu'aujourd'hui je me sens beaucoup mieux déjà avec ça. Parce que pour les gens qui te voient pas, du coup, t'as vraiment les cheveux au carré. Et avant, Oui. t'avais les cheveux jusqu'où, du coup? Et donc avant j'avais les cheveux plus bas que les fesses. Donc j'ai D'accord, oui, coupé c'était vraiment, 70 cm. Ok. D'un coup comme ça, sur un coup de tête. Ok, donc vraiment, ça cachait tout ton dos, finalement, t'étais tranquille. C'est ça. Ok. Ah, en vrai, t'as trouvé des astuces qui te J'ai trouvé des permettaient, astuces qui m'ont permis d'avancer. Ok. Et de me sentir mieux dans mon corps et d'accepter de cette histoire et d'essayer de la mettre un peu derrière moi tout en... En fait, pour moi, le tatouage, c'était vraiment ça, c'était de reprendre confiance en moi et réécrire, parce que pour moi, une cicatrice, c'est un peu un tatouage qu'on n'a pas choisi. Parce que ça reste quelque chose qui marque le corps, mais qui n'était pas mon choix. Et là, j'ai décidé de réécrire à travers ce souvenir-là, sans oublier, sans effacer, mais réécrire pour avoir une histoire plus belle à raconter et quelque chose que j'aurais pu choisir. Ok. Très bien. Merci beaucoup. Est-ce que t'as autre chose à partager? Je pense que les gens qui ont vécu une situation difficile, un accident, et qui se sont relevés, il faut pas qu'on ait honte de ce qui nous est arrivé. Moi j'ai eu honte pendant très longtemps et aujourd'hui, après avoir rencontré différentes personnes qui ont vécu des choses graves, que ce soit physique ou mentale, je pense qu'on a une force en nous pour se relever et pour accepter et pour avancer, qui est assez différente des gens qui n'ont jamais vécu ce genre de choses graves et impactantes. Et je pense qu'il faut qu'on en soit fier. Ok. Très bien. C'était le petit message. Moi, je te remercie beaucoup. De rien.